Effectivement, il y a eu un moment de suspense. Le procès allait-il avoir lieu? Eh bien oui, il a lieu en ce moment. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu la projection de cette fameuse vidéo de la perquisition et cette phrase très théâtrale de Jean-Luc Mélenchon, la République, c'est moi. Eh bien, à l'intérieur du palais de justice, notre envoyé spécial nous signale que Jean-Luc Mélenchon aurait ri en visionnant cette séquence. Elle parle d'un Jean-Luc Mélenchon très théâtral. Pourtant, cette phrase, la République, c'est moi, peut lui valoir cher à Jean-Luc Mélenchon, puisqu'elle peut être considérée comme un acte d'intimidation qui visait à interrompre la perquisition, ce que réfute formellement la défense de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon très offensif, très combatif, puisque sur Twitter, il commente au fil du procès, il commente, il lance des publications, notamment à l'encontre de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Merci Catherine, et on continue à vivre ce procès avec vous. On remonte un tweet de Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon, qui est dans la salle d'audience, nous fait vivre ce procès en direct. Le dernier tweet, c'est celui-ci: défaite de Belloubet. La demande de report du procès faite par ses procureurs fait flop et est rejetée. Première victoire, notre défense face au procès politique sera donc entendue aujourd'hui. Procès politique, c'est le terme, Youssef Badr, vous qui êtes porte-parole du ministère de la Justice, qui revient sans cesse. La justice est-elle politique? Non, la justice, elle est tout sauf politique. La justice, elle est généralement juridique. Elle se base sur des faits, et sur ces faits-là, on regarde ce qui est écrit dans la loi, dans le code pénal, dans le code de procédure pénale, elle se décide ou pas d'ouvrir des enquêtes, ou ensuite d'engager ou pas des poursuites. Mais on n'a pas de... Je connais aucun magistrat qui décide d'engager des poursuites pour telle opinion politique. Moi, je n'ai jamais vu ça. Les Gilets jaunes, par exemple, le magistrat que vous êtes n'a pas été sensible au fait que les Gilets jaunes, avec ces comparutions immédiates à 6h, 7h du matin, pris comme ça, vous n'avez pas l'impression que pour les Gilets jaunes, par exemple, il y a eu une justice, excusez-moi l'expression, elle vient de mon passé marxiste, qui est encore très présent, une justice de classe à l'égard des Gilets jaunes, on ne les a pas maltraités quand il n'y a pas un seul policier qui a été pour l'instant sanctionné. Jean-Luc Mélenchon, c'est une justice de classe? Non, je suis sur le fond. Comment pouvez-vous penser que sur les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'on reprochait? Mais vous avez par exemple un exemple type, c'est quoi les types d'infractions qu'on reprochait aux Gilets jaunes, à ceux qui ont été jugés et condamnés? Écoutez, mais il y avait quoi comme infraction? D'accord, mais c'était quoi? Participation à des manifestations interdites. D'accord, et il n'y avait pas, par exemple, je sais pas, des violences sur des violences, ou des participation à troupes armées, des rébellions, tout ça. Assez vite, par exemple. C'est ce qui justifie un peu la pas courir assez vite. Pas courir assez vite. J'ai encore jamais trouvé cette qualification dans le code pénal. Je veux dire, je pense qu'au lieu d'arrêter un certain nombre de black blocs, on a arrêté parfois des manifestants qui étaient plutôt pacifiques. Et sur les procédures. Non, ce que je veux vous dire par là, c'est sur les procédures qui ont été engagées, sur les jugements qui ont été rendus à l'encontre des Gilets jaunes. Est-ce que vous savez par exemple combien de personnes ont pu être contrôlées, ont pu être interpellées, ont été relâchées avec des classements sans suite et tout ça? Est-ce que vous avez le sentiment vraiment, quand vous regardez par rapport à l'ampleur de l'événement, que c'est parce que c'est une justice de classe qui obéissait aux ordres d'un gouvernement qu'on a poursuivi? Mais monsieur Miller, sincèrement, je vous inviterai juste vraiment, c'est hyper important, mais ne serait-ce que même pour votre information personnelle, vraiment allez en comparution immédiate à Paris, à la 23e chambre, voilà, allez-y, regardez ce qu'on y juge. Allez aussi à la 17e chambre à Bobigny, regardez ce qu'on y juge. Vous verrez que c'est peu ou prou la même chose que ce qui était reproché aux Gilets jaunes. La seule différence, c'était c'est que vous avez pour certains, on les appelle les Gilets jaunes, et pour les autres, on les appelle en fait des justiciables quotidiens en fait. On va aller en attendant au tribunal de Bobigny. Je vous raconte ce qui se passe pendant l'audience. Donc, je vous le disais, la séquence de la perquisition au siège de la France Insoumise a été projetée dans la salle d'audience, et c'est notre équipe qui est sur place, qui est dans cette salle d'audience, qui nous raconte pendant la projection de ces images. Tiffienne Piogier nous dit le comportement de Jean-Luc Mélenchon pendant le visionnage. Jean-Luc Mélenchon rit de se voir, l'air de dire qu'est-ce que je suis drôle, il surjoue le rire, il est très théâtral. Alexis Corbière, lui, qui est non loin de lui dans la salle, s'emporte. Jean-Luc Mélenchon lui passe la main dans le dos. Et là encore, on accuse un peu les prévenus de surjouer, et Jean-Luc Mélenchon surtout, de surjouer ce comportement.
Thierry. Alors non seulement il surjoue, mais en plus il tweet. Il vient de tweeter à l'instant, après avoir vu les images tronquées de Quotidien, le président nous annonce qu'un problème technique empêche de voir l'intégralité des rushs. Mon assistant essaye de régler le problème avec son ordinateur. Belloubet organise la misère de la justice. Belloubet organise la misère de ses servientes de tous les deux tweets. Tous les tweets. Nicole Belloubet. Ça se termine toujours par... tous les deux tweets. Il n'y a pas une obsession là un peu quand même? Peut-être une certaine obsession. Ce qui m'amuse, c'est que vous dites qu'il surjoue ce qui est possible. Nous, dans les médias, nous avons tendance à surdiffuser parce qu'on revoit toujours cette séquence. Bah oui, parce qu'elle est au cœur du procès. Oui, sauf que je parle sous votre contrôle. Heureusement que les magistrats voient les 40 minutes. Moi, je dis pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais le moment où Mélenchon dit aux policiers barbus écoutez, personne n'est violent ici et n'ayez pas peur. Pourquoi on ne voit pas Corbière Pourquoi ne voit-on pas Corbière dire à un moment donné je souhaite qu'il n'y ait aucune violence? Il y a d'autres moments. Donc... Gérard, l'amour rend aveugle, je pense. C'est que vous considérez, moi je sais ce que se passe dans une séquence de 40 minutes. Oui, on l'a je vois la multitude des affects. Vous centrez sur quelque chose. Non, alors Gérard, c'est pas nous qui le centrons, c'est que les chefs d'accusation sont les suivants: actes d'intimidation, rébellion et provocation. C'est l'objet du procès. Vous n'êtes pas obligé, de même que Quotidien. Ce que je trouve formidable, c'est que d'habitude, les journalistes, lorsqu'ils prennent des images et qu'ils les donnent dans la presse, ils floutent l'image des prévenus. Je suis d'accord qu'on ne pouvait pas flouter l'image des prévenus. Mais Quotidien, par exemple, que je trouve toujours très drôle, aurait pu donner ces images un petit peu plus tôt et on aurait vu que c'est un tout petit peu plus complexe. Vous êtes extraordinaire. C'est comme si j'insultais un gendarme qui me contrôle et qu'après je lui dis je t'aime. Je ne ferai pas de violence, je ne veux pas être violence et je ne vous empêche pas de faire votre travail. C'est exactement, je parle sous votre contrôle. Alors, je vais vous dire pourquoi il faut voir ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Quand vous voyez par exemple le boxeur, le fameux boxeur en train de cogner, c'est insupportable de cogner le policier. Mais si on n'a pas vu la séquence d'avant où on voit effectivement une femme en train d'être cognée par un policier de façon honteuse et ce boxeur descendre et en réaction faire quelque chose que je trouve éminemment condamnable, frapper un policier, si vous ne voyez pas ce qui se passe avant, si vous ne voyez pas ce qui se passe après, si vous voyez juste le moment où le type envoie une canette de bière sans avoir vu qu'il l'envoie sur un policier qui vient de cogner une femme à terre, évidemment que la justice, c'est de voir ce qu'il y a avant. Non, mais ne plaisantez pas là-dessus. La justice, et c'est pour ça qu'il y a des circonstances atténuantes ou aggravantes, c'est de voir ce qui se passe avant, c'est de voir ce qui se passe après. En tout cas, au cœur de l'audience, c'est donc ces actes d'intimidation. On se souvient de Marine Le Pen aussi lors de l'affaire des assistants parlementaires, de Nicolas Sarkozy lors de l'affaire des écoutes, qui parlent de procès politique, d'instrumentalisation, disons, de la justice. On va les réécouter. Sur le fond, il y a incontestablement une politisation de la justice qui s'est aggravée sous le mandat d'Emmanuel Macron, que depuis un certain nombre d'années, il y a de la part du système politique une instrumentalisation de la justice contre les opposants politiques. Et si je puis me permettre, les Français regardent ça et ne sont pas dupes parce qu'ils voient bien la différence de traitement qu'il peut y avoir entre quand vous êtes dans l'opposition et quand vous êtes proche de la majorité. Il y a une instrumentalisation de la justice, les choses sont claires. Et François Hollande, dans le livre d'Aveil l'homme, un président ne devrait pas dire ça, cette institution qui est une institution de lâcheté, parce que c'est quand même ça, tous ces procureurs, tous ces hauts magistrats, on se planque, on joue les vertueux. Vous êtes une institution de la lâcheté, Youssef Badr? Non. Est-ce qu'elle vous inspire, ces attaques des politiques? Elle m'inspire que c'est un peu toujours le même argument qui est donné systématiquement. Et qui est nourri par la non-indépendance réelle du parquet. Qui est d'abord nourri par ceux qui profèrent ces phrases-là, en fait. C'est d'abord par ça que c'est nourri. Et donc, en fait, quand Marine Le Pen, par exemple, dit les Français se rendront compte, pourquoi est-ce que les audiences, elles se tiennent dans des procès publics ? Pourquoi est-ce que l'audience, elle est publique? Pourquoi est-ce qu'elle est ouverte aux citoyens? À l'audience, en fait, on fait table rase, en fait. On se base sur le dossier, mais on fait table rase, on reprend tout à zéro. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que de l'extérieur, ça paraît surprenant, notamment à contrario dans l'affaire Ferrand, où là, le procureur, comme par hasard, aurait-on tendance à dire, classe, sans suite. Il se trouve que dans un deuxième temps, ça a été repris par un juge d'instruction. Mais vous voyez, on a l'impression de deux poids, deux mesures dans la décision de ces procureurs. Mais le problème, c'est qu'on essaie en fait de faire un commentaire sur l'institution judiciaire en oubliant en fait les principes fondamentaux en fait qui font que le parquet est ce qu'il est. Le parquet, vous avez un principe qui s'appelle l'opportunité des poursuites, qui est un principe qui est important et qui est ce qui fonde le ministère public. Le ministère public,
il a le principe d'opportunité des poursuites. Il peut, s'il estime nécessaire, il doit le motiver, classer une affaire. Il peut décider d'ouvrir une enquête et il peut décider ensuite de saisir un juge d'instruction s'il y a une complexité des investigations, de renvoyer devant le tribunal correctionnel ou de garder l'enquête sous son égide. Mais tout se fait sous le contrôle. C'est-à-dire que si, classe, vous avez un recours qui peut être fait dans le procureur général, on lui demande de motiver sa décision. L'exemple, par exemple, que vous donnez, il y a eu une plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction a été désigné et lui va poursuivre ses investigations. Pourquoi est-ce que systématiquement, dès qu'une décision touche un responsable politique, elle est frappée du sceau du soupçon systématiquement? Youssef Bal, le rattachement du parquet au ministère de la Justice, donc à votre ministère, jette immanquablement un soupçon sur l'indépendance de la justice. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement mettre fin à ce rattachement entre le parquet et le ministère de la Justice? Ça nous est reproché par d'autres pays aussi. Bien sûr, mais c'est ce qui était prévu, c'est ce que Nicole Belloubet avait prévu de faire, d'aller un peu plus loin dans l'indépendance des procureurs dans le projet de révision constitutionnelle. Donc, bon, je ne sais pas si... Mais je suis sensible au fait que vous défendiez votre ministère et votre ministre de cette façon-là, mais vous voyez bien, par exemple, que j'ai regardé la question des comptes de campagne. Et quand je m'aperçois, par exemple, que dans les comptes de campagne de M. Macron, la commission des comptes a souligné, je reprends ces termes, des irrégularités, qu'elle a donc transmis ça également à la justice. Et que la justice, comme par hasard, je suis obligé de dire comme par hasard, ne poursuit pas du tout M. Macron, alors qu'il y a des irrégularités, et décide éventuellement d'enquêter sur Mélenchon. On se dit, est-ce que c'est un hasard? Donc, vous ne pouvez pas, si vous voulez, il y a tellement de situations où on voit effectivement que des puissants, et notamment des gens proches du gouvernement, échappent à la justice. Alors on me dit, oui, mais regardez, par exemple, il y a M. Balkany. Mais de quoi parle-t-on? M. Balkany, ça fait des dizaines d'années qu'il y a des enquêtes sur lui, il y a eu je ne sais combien d'années de procédures, il y a des millions en jeu, ça n'a rien à voir. De même, vous me dites, oui, mais les hommes politiques, souvent, ils disent qu'ils sont innocents, que c'est... Bon, c'est pas parce qu'un coupable dit qu'il est innocent qu'il n'y a pas des innocents qui sont vraiment innocents. Donc c'est pas parce qu'on me citera 5 hommes politiques qui ont été poursuivis et qui disent « je suis innocent » qu'il n'y en a pas un parmi eux ou 2 qui sont vraiment innocents. Donc c'est drôle que vous ne vouliez pas voir que notre inquiétude, c'est signalé par le président de la République lui-même, M. Hollande. M. Hollande lui-même, président de la République, disait ce que Audrey... C'est donc pas une invention simplement des opposants. C'est un vrai problème de la démocratie en France. Et je ne suis pas aveugle ou sourd aux inquiétudes ou aux critiques qui peuvent être faites. De la même manière que vous me dites, vous défendez votre institution, c'est normal. Je ne défends pas mon institution. Je défends mon institution lorsque les attaques sont injustes. Le propre même, et ça j'en suis conscient depuis le jour où j'ai intégré l'ONM, le propre même de la justice, c'est de trancher. Et quand vous tranchez un litige, vous faites, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être un heureux et un mécontent. Mais vous pouvez aussi avoir, et ce qui arrive aussi régulièrement, 2 mécontents. Le propre de la justice, c'est d'être critiqué. Le propre de la justice, parce que forcément, elle tranche, et parce que vous êtes parfois pris, pour prendre une expression classique, la main dans le pot de confiture, et que ça ne vous fait pas plaisir, et qu'on est là justement pour empêcher de tourner rond, et par rapport à des règles juridiques. Le système est probablement pas parfait. Mais moi, ce que je constate, de mon point de vue, c'est qu'il n'y a rien qui part du ministère de la Justice. Ça, c'est un fantasme. C'est un fantasme. C'est une